Vous êtes prêts? Ouais. J'ai une petite surprise pour vous, j'ai amené des costumes. Alors Marianne, ça c'est pour toi. Tiens, j'espère que c'est la bonne taille. Merci. C'est pour l'avocat de la défense. Merci. Tiens. Vous avez trouvé où? Écoute, j'ai trouvé ça chez des amis d'amis. Toute une débrouille. Alors, Madame la greffière, Monsieur le juge. Bien évidemment. La rouge pour vous. Merci. Ça va, t'es prêt? Ouais. Tu connais ton texte? Normalement, oui. Normalement? Ok, ça va. Bon, alors, les jurés, pour vous, il n'y a pas de costume parce que vous restez dans vos habits de tous les jours. Par contre, ça change absolument rien à l'importance de votre rôle. Donc, voilà, je vous rappelle, c'est vous qui allez décider à la fin si l'accusé est coupable ou non. Donc, vraiment, vous avez un vrai capital présence. Il ne faut pas hésiter à en jouer. Même si vous restez silencieux, vous pouvez respirer, vous pouvez un peu remuer vos pieds, bouger un peu sur votre chaise. Et vraiment, ça en impose. Parce que toutes vos petites paires d'yeux, là, fixées sur les protagonistes, ça a une influence. C'est bon pour tout le monde? On va pouvoir y aller? Tout le monde a coupé son téléphone? Oui. Ok, alors vous pouvez vous mettre en place de départ. On le fait depuis le début. On le fait vraiment à fond. Lisa, quand ils sont dehors, tu peux y aller quand t'es prête. C'est toi qui lances, donc c'est important vraiment de donner de la voix au départ parce que tu donnes le ton pour la suite. Vas-y. Citoyens de la Terre, la Cour. Bien, l'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Citoyens de la Terre, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour juger un crime d'écocide. Ecocide means unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment. But one of the powerful things around building upon this definition and actually moving towards legislating for ecocide at the international level is that the aim of this crime is ultimately to change practices. It's ultimately to genuinely protect ecosystems by having behaviors change. L'environnement est à entendre comme une toile dont les innombrables fils sont tous interdépendants. Il inclut le vivant, mais aussi ce que l'on considère comme le non-vivant, c'est-à-dire les sols, l'eau, l'air. Le tribunal que je préside a été pris en charge par les témoins suivants. Les humains d'abord, insulaires menacés par la montée des eaux, citadins agressés par le bruit et la pollution, habitants de sites naturels harcelés par les entreprises, et j'en passe. Donc, pour parler au nom des espèces animales et végétales menacées d'extinction ou de maltraitance, aucun mot ne suffit. Et enfin, les glaciers, les sols, les eaux, l'atmosphère qui subit constamment les conséquences du progrès technologique. Mesdames et messieurs les jurés, comme vous pouvez le voir, les plaignants sont innombrables et ils se pressent aux portes du palais. Et vous allez entendre leurs accusations, mais aussi leurs revendications. L'accusé étant absent, nous allons le juger donc par contumace. L'instant est grave et ce procès a été trop longtemps reporté. Aujourd'hui, votre tâche est cruciale. Oh, beaucoup plus doucement, Fécane. Tu viens de dire que l'instant est grave, là. Donc, t'en appelles à la responsabilité du jury. Okay. Tu peux pas dire juste les mots comme ça. Tu dois donner du poids à chaque chose. Donc, vas-y, tu reprends beaucoup plus calme, moins vite, et vas-y. L'instant est grave. Ce procès a été trop longtemps reporté. Aujourd'hui, votre tâche est cruciale et vos conclusions seront, je l'espère, à la mesure de l'enjeu. C'est beaucoup mieux. On continue. Bien. La parole est à l'accusation. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, depuis un siècle, nous souffrons chaque jour des conséquences de modes de développement qui mettent en danger les écosystèmes et les habitants de la Terre, toutes espèces confondues. De nombreux scientifiques évoquent aujourd'hui la 6e extinction de masse, voire même l'effondrement complet de nos sociétés si nous ne faisons rien. En quelques siècles, nous avons réduit le monde vivant à n'être, dans le cas des animaux pour commencer par eux, que de la simple bidoche sur pattes, de la chair à nageoires, voire même des échantillons de labo. Nos rapports aux animaux creusent les traits de notre visage et révèlent ce que nous sommes.
Et pour moi, toute amélioration de la condition animale est vraiment l'occasion de promouvoir un humanisme nouveau, de l'altérité, de la diversité, et d'ouvrir vraiment quelque chose, une voie, un chemin qui peut vraiment être comme un processus recivilisateur, alors que justement, en ce moment, et ça se voit dans le traitement des animaux, et que cette violence que nous leur infligeons chaque jour, eh bien, c'est vraiment une culture de mort. Ça fait maintenant plusieurs décennies, en fait, que les scientifiques qui nous alertent sur la situation dramatique vers laquelle on se dirige, et pourtant rien ne bouge. Des organisations, des associations ont utilisé des moyens légaux de faire pression sur les gouvernements, que ce soit par des pétitions ou par des marches. Extinction Rébellion, en tant que mouvement, emploie la désobéissance civile non violente. Donc non violente, c'est-à-dire qu'on ne cause pas de dégâts matériels et on ne porte jamais atteinte à l'intégrité physique des personnes. Et désobéissance civile, ça veut dire qu'on met en place des actions que nous considérons comme légitimes, même si elles ne sont pas toujours dans la légalité. Mais c'est toujours non violent et c'est toujours pour faire passer un message qui est un message de paix et de démocratie et de respect du vivant. Le principal coupable de l'érosion de la biodiversité aujourd'hui, cette 6e extinction massive des espèces, c'est un certain type d'agriculture industrielle qui s'est développé dans les pays riches à partir des années 20, qui s'est étendu à l'échelle de l'ensemble de la planète depuis les années 1960 et qui veut maximiser la production à l'hectare. C'est une agriculture productiviste qui mise au fond sur les grandes monocultures, les économies d'échelle que celle-ci permet, la mécanisation de la production, l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques pour booster la production au détriment de la santé des sols et de l'agrobiodiversité. Bien, greffière, s'il vous plaît. J'appelle à la barre Monsieur et Madame Claude et Lida Bourguignon. Depuis qu'on travaille l'état des sols, surtout en Europe, en fait, c'est le manque de matière organique. On a été obnubilé par l'azote, mais en fait, l'agriculture industrielle a oublié l'importance de la matière organique, donc du carbone dans les sols. Ce qui fait que, comme il n'y a plus de matière organique, les sols ne sont plus stables. Beaucoup d'érosion, beaucoup de sols sont érodés, partent dans les rivières. C'est pour ça que dès qu'il pleut, nos rivières sont pleines de boue. Et on voit qu'il y a vraiment un très mauvais état de porosité. Les sols n'ont plus de porosité, ils ne sont plus capables de boire l'eau, ce qui entraîne évidemment des sécheresses. Curieusement, alors qu'il y a beaucoup de pluie. Alors, cette perte de la matière organique, elle est liée effectivement à une agriculture qui est devenue complètement industrielle. On a oublié l'équilibre agro-sylvo-pastoral, ce qui fait que les agriculteurs ne remettent pas leur matière organique. On a utilisé des engins de plus en plus lourds qui ont compacté les sols. La perte de la matière organique est due aussi au fait qu'on n'a plus de faune. Donc, on parle du ver de terre, mais nous, on travaille aussi sur cette mésofaune qui n'est visible qu'au microscope, les colamboles, les acarias, les myriapodes. Et cette faune va créer leur fesses, va créer cette matière organique et surtout va créer la porosité du sol comme une éponge qui permettra à l'air, à l'oxygène et à l'eau de pénétrer dans les sols et de faire qu'on aura moins de problèmes d'érosion puisque l'eau va remplir les nappes phréatiques et à l'heure actuelle, c'est un drame d'ailleurs. Donc quand la faune disparaît faute de matière organique, comme la faune remonte constamment par ses excréments les éléments minéraux du sol, bien, ces éléments n'étant plus remontés, ils vont être entraînés et après la dégradation biologique, on va rentrer dans la dégradation chimique du sol. Disons qu'on considère à l'heure actuelle qu'en moyenne, les sols européens ont perdu la moitié de leur matière organique depuis 1950. Disons que le ver de terre, c'est l'animal le plus important de la planète puisqu'il est plus lourd que tous les autres animaux du monde réunis. Juste la population des vers de terre. Alors, ils se divisent en 3 groupes, ceux qui vivent à la surface, qui font plein de galeries de surface, ceux qui vivent en profondeur, qui nettoient les racines mortes, et puis il y a les gros vers de terre que tout le monde connaît bien, c'est ceux qui vivent dans des galeries verticales et qui, toutes les nuits, sortent, vont chercher de la matière organique, vident leur intestin pour remonter les éléments minéraux et brassent constamment le sol. Il faut se dire qu'un sol passe dans un tube digestif de vers de terre tous les 10 ans. Donc, on aurait une caméra, on verrait la terre bouger sous l'effet des vers de terre. Je remercie les témoins pour leur déclaration. La parole est à la défense. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, nous sommes saturés de ce discours alarmiste.
Depuis 50 ans, on nous bassine les oreilles avec la défense des animaux et des écosystèmes. Mais regardez les immenses progrès technologiques dont nous sommes aujourd'hui les bénéficiaires. Madame la procureure, vous parliez de nourrir l'humanité. Pesticides, engrais et OGM ont permis à l'industrie agroalimentaire de produire toujours plus dans ce même et unique but. Nous avons augmenté la production de viande et de poissons dans des proportions jamais vues. À table, on peut désormais s'offrir tous les animaux de la planète. Le buffle d'Argentine, l'aileron de requin du Pacifique, l'autruche et le kangourou d'Australie, même l'antilope d'Afrique du Sud. Bien. Maître, auriez-vous une réaction? Moi, je me régale, semblez-vous dire. Donc, du moment que vous avez le ventre plein, peu importe la machine économique qui met à mal la faune et la flore locale, pourvu qu'un avion ou un cargo vous apporte de quoi combler vos appétits démesurés. Peu importe la pollution de l'air ou des océans. Libre commerce d'abord, libre circulation des biens, comme vous dites joliment. Et tout cela, bien sûr, le moins cher possible. Bien, greffière, veuillez m'appeler les témoins suivants. J'appelle à la barre Madame Corinne Pelluchon. La Déclaration universelle des droits de l'humanité, rédigée en 2015, correspond à une révolution anthropologique, puisque le fondement des droits n'est plus l'agent moral humain qui vivrait tout seul ou qui serait pensé seulement à la lumière de sa liberté et qui ne rencontrerait comme limite à ses actions qu'une seule, justement, limite qui serait le respect de l'autre être humain. Là, c'est les droits de l'humanité et il y a l'idée quand même aussi que les générations futures, les autres espèces, eh bien, ont le droit d'exister et que, justement, leur existence nous oblige dans nos pratiques, dans notre économie, eh bien, à nous limiter, afin que justement nous ne détruisions pas ni la nature, ni les écosystèmes qui garantissent notre santé, mais que nous n'hypothéquions pas les conditions de vie des générations futures ni des autres espèces. My understanding of the current state of the world is that we are reaching the peak of a path that was started with colonialism, that was put on fast forward with the fossil fuel empire. And I see the condition of the current world as continuing on the path of blindness. We are literally blindly walking over the edge because the science of our times, the industry of our times, the economics of our times made us blind to ecological functions and ecological limits. Even sustainable development is a little bit suspicious because you always think of development instead of quantitative growth, which is not possible, full stop. So if you speak of sustainable harmony, there's two things. For now is reducing inequalities, poverty in the midst of plenty. This is not harmonious society. Sustainable harmony in the future is to live with nature without transgressing the planetary boundaries, protecting the environment instead of going to the 6 major extinctions in life going on Earth. If we lose 30% of all species by 2050, that's the way it's happening now. The world is completely different. It's not just the tigers of Sumatra or some rare species of frog. It's the complete, the planet would be completely different, including for human beings, by the way. So to realize that, I mean, this should really motivate us, but the clock is ticking. So which is going to come first? That's the big dilemma.
what about the absurdity of this economic idea that you can have unlimited economic development on a planet of finite resources? And if everybody had the standard of living of the sort of average American or European, we'd need, well, it used to be 4 new planets. By now, I suspect it's 5 or even 6. And we have only got 1. And, you know, people saying, like you say, well, if it's in 100 years, I don't care. I only care about now. But we have to start thinking differently, don't we? That you are so obsessed with economic growth, economic growth, economic growth. But in economic growth, there is no growth in well-being. There is no growth in happiness. Take the example of Bhutan. In Bhutan, they are saying, we are not interested in GDP. We are interested in G and H. Gross national happiness. Measure your happiness. Measure your health. That's more important. Not how many cars you have, how many houses you have, how many computers you have, how many clothes in your wardrobe, how many shoes in your wardrobe. Those are okay. They are not going to make you happy. How much time do you have? How much time do you have for write poetry, to sing songs, to walk in the garden, to look after your baby child? Time for friends, time for yourself. That's more important than work, work, work. All these economy, technology, science, business, politics, media, all these things are just icing on the cake. The real cake is earth, air, fire, water, human life, your happiness. So protect the cake and not the icing. Cher maître, dans votre plaidoyer, vous avez omis de préciser que ces progrès que vous vantez tant n'ont eu d'effet que très peu de temps. Alors quel progrès? Pour qui? À quel prix? Et surtout pour combien de temps? Bien. Greffière, je vous en prie. J'appelle à la barre le professeur Olivier De Scutter. Le message principal des objectifs de développement durable adoptés en 2015, c'est que nous devons résoudre une équation complexe qui réconcilie justice sociale, réduction de la pauvreté, réduction des inégalités d'une part, et d'autre part, transformation écologique. Ceci veut dire que l'on ne peut pas se contenter de la croissance économique comme on l'avait pensé par le passé. Ceci veut dire qu'on ne peut pas placer la croissance économique au cœur de la solution de tous nos problèmes en raison des impacts considérables que nos modes de croissance ont sur la préservation des écosystèmes et de la biodiversité en particulier. Il faut donc concevoir un autre modèle de développement qui permette de réconcilier justice sociale, réduction de la pauvreté, réduction des inégalités d'une part et transformation écologique. Et ce modèle de développement alternatif est un modèle de développement qui doit ne plus ériger la croissance du PIB en condition de tout le reste, mais doit se donner un autre objectif de prospérité, de bien-être et placer au centre du développement humain d'autres objectifs déclinés autrement que comme croissance de la richesse monétaire. Mesdames et messieurs les jurés, sans vouloir devenir professoral, il me semble important de cibler nos choix selon certaines priorités. Une tâche impossible sans comprendre de quoi nous parlons. Tout d'abord, l'économie. Au sens étymologique, elle désigne l'administration de la maison, sa gestion. Quant à la maison, c'est une image. Placée dans le cadre de la mondialisation, nous parlons de la planète. Ensuite, l'écologie. Au sens premier du terme, c'est une science qui a pour but d'étudier les interactions des êtres vivants avec leur environnement et aussi entre eux au sein de cet environnement. I would like you to think a shift from ego to eco. Change G to C. Ego is self-centered. Me, me, me. I think, therefore I am. Cartesian thinking. I think, therefore I am. Me. Eco comes from Greek word oikos, which means home. At home, you cannot afford to have an ego. So think from moving from ego to eco. You have to make only small change. From G to C. One letter change. And your worldview will change. And you are in relationship. Monsieur le juge,
En quoi ce retour sur les bancs scolaires concerne-t-il ce procès? Maître, pourriez-vous nous préciser votre approche? La question est simple. En toute logique, peut-on gérer sans comprendre ce que l'on fait? L'économie doit respecter les règles de fonctionnement qui régissent les écosystèmes et doit être mise au service des hommes tout en respectant la planète et ses occupants, et pas l'inverse. Les témoins suivants vont parler de biodiversité et d'interdépendance, des notions qui nous échappent trop souvent. Gagging takes multiple forms and it goes across the microscopic world, the organism level, and all the way up to community and ecosystems. And in this context, the result is just the same. If it is a forest, through deforestation or land clearing, for example, we are losing biodiversity and we are causing desertification. And in a way, these practices are literally controlling the ecosystem in a way that its function is suppressed. And this happens as well underwater. So activities such as reef mining or destructive fishing end up leading the ecosystem exactly in the same place. Loss of biodiversity and desertification, which in this context actually means losing the habitat altogether. I really see ourselves as being, as a species, at the edge of our future survival. In 100 years, we could destroy the conditions on this planet for us to exist as a species, just as every day 200 species are being driven to extinction. According to the United Nations, 1 million species have already disappeared. And we don't know what the tipping point will be that will make it impossible for human beings to live. For most of humanity, that tipping point has already been reached. Tout comme un arbre grandit en hauteur et s'étoffe en largeur, l'arbre de la vie s'est construit en privilégiant un axe vertical créant davantage de complexité et un axe horizontal jouant sur la diversité. La biodiversité qui en résulte assure la stabilité et l'évolution de la biosphère. Nous sommes entrés ces dernières décennies dans l'Anthropocène. L'impact des activités humaines sur la 6e extinction de masse n'est plus une hypothèse. Aujourd'hui, le rythme d'extinction des espèces est de plusieurs centaines à plusieurs milliers de fois supérieur au taux normal. Pourtant, chaque espèce, animale ou végétale, a son rôle à jouer et interagit avec d'innombrables partenaires pour créer un tout interdépendant, dont l'équilibre n'obéit plus à des lois linéaires. Le battement d'une aile de papillon à un endroit de la planète peut créer un cyclone à des milliers de kilomètres de là. Un jour, il suffira de retirer une pièce, la pièce de trop, pour que l'arbre de la vie s'effondre. Quelle sera la pièce responsable? La dernière, la première, chacune d'elles. So we can coexist in interspecies communities in so many ways. We can put up signs that ask boaters to be sensitive to the needs of whales in habitats that we share in coastal communities. That also requires intra-species collaboration amongst ourselves, which is hard enough. We need to connect with the researchers in the government and the indigenous human cultures and the local cultures, wherever we may be. Pierre? J'appelle à la barre les témoins suivants. Mon histoire avec les bonobos a commencé pendant une difficile période de transition diplomatique. Et il y a eu de terribles émeutes, des pillages de tout le tissu économique du pays. Et j'ai aidé le zoo à survivre. Et très vite, un homme est venu me déposer un petit bonobo, je croyais un petit chimpanzé, où le directeur m'a dit « il ne faut pas mettre votre cœur là-dedans, c'est pas un animal facile à garder en captivité ». Eh bien, c'était peut-être un deuxième challenge, ça a sauvé le zoo, mais sauvé aussi ce bonobo, et c'était Mikeno, mon premier bonobo. C'était un cadeau pour moi de dédier ma vie à sa conservation, parce que la vie, c'est un tout. C'est pas sauver une espèce. Je pense que sur la Terre, aujourd'hui, on s'en rend compte de plus en plus. C'est une interdépendance sur la Terre. C'est sauver un animal, ce n'est plus suffisant. Il faut lier ça à tout, à la déforestation, à l'expansion démographique, au réchauffement climatique. Tout est lié sur Terre. Donc, quand vous mettez un pied dans un combat, vous entrez dans tous les autres. Et je me souviens très très bien des paroles d'une scientifique qui est venue me voir. J'avais 6 bonobos et elle m'a dit «
Mais tu sais que ce sont des animaux qui grandissent et qui sont tellement compliqués qu'ils en sont dangereux en captivité. Qu'est-ce que tu vas faire après? Et je m'entends encore aujourd'hui lui dire, écoute, je ne sais pas encore, mais je sais que je ne les abandonnerai jamais. Et voilà, je suis 30 ans plus tard, presque, je les ai jamais abandonnés. Et j'étais à des croisées de chemin, il y avait toujours quelque chose qui me disait, c'est par là, il faut faire ça, il faut faire ça. Jusqu'au moment où je me suis dit, je vais aller à la réintroduction. Et c'était fou, c'était en pleine guerre. Mais non, je suis partie avec ma pirogue, j'ai cherché des endroits. Les bonobos ne sont pas des grands courageux. Donc, il faut organiser des groupes qui sont bien soudés ensemble. Un groupe bien organisé avant de les rendre à la nature. On ne peut pas prendre 2 bonobos par la main et de dire « Ah voilà, je vous… » Non, ils ne survivraient pas d'abord parce que c'est des groupes solidaires, c'est des groupes qui vivent entre eux. Et on relâche des bonobos dans un espace qui leur est dédié par le gouvernement congolais. Et c'était une étape très importante, le premier relâché. Ce n'est pas un combat que je peux mener toute seule. Je pense que la conservation, c'est un peu le travail de chacun. On est tous responsables de notre planète. Notre pays, la RDC, a la chance d'avoir les bonobos et il a aussi la chance d'avoir les okapis qui vivent seulement chez nous. Mais qu'est-ce que nous, les Congolais, nous faisons de ces animaux? Nous préférons les manger. L'attention est là pour la conservation, pour la Terre, la planète. La planète va mal, mais la jeunesse est là. Et mon espoir, ça a toujours été la jeunesse, qu'elle soit congolaise ou qu'elle soit aujourd'hui à l'international. Je veux continuer à éduquer la jeunesse, pas la culpabiliser de ce que nous, notre génération, avons fait, mais qu'ils prennent tout ça en main, qu'ils engagent les politiques vraiment, et que tout ça fonctionne, et que la Terre puisse respirer encore un peu, qu'on ne soit pas celui qui a la solution, mais celui qui a enterré la Terre aussi. Quand on pense abeilles mellifères, en général, on pense colonie, on pense intelligence collective, on pense à tous ces mécanismes qui permettent à 60 000 individus de survivre à travers les millénaires. Et tout ça existe et tout ça est merveilleux. Il y a un aspect que j'ai découvert à travers un travail photo, c'est que cette colonie, elle est faite d'individus. Et les individus sont... Enfin, j'ai découvert que ces individus étaient différents les uns des autres, avaient une petite vie, avaient des petits gestes qui étaient différents de l'abeille d'à côté. Moi, quand j'ai lu les travaux de Donald Griffin, ça m'a interpellée. Et donc, quand j'étais face à des abeilles, et surtout pendant mon travail photographique, quand je voyais une abeille, la question que je me posais était la même que posée par Donald Griffin. Je me disais, est-ce que cette abeille qui est devant moi sait ce qu'elle fait? Et du coup, ça ouvrait le champ des possibles, ça ouvrait mon regard, et j'ai commencé à voir des choses qu'avant je ne voyais pas. Et pour moi, il est évident que les abeilles sont conscientes. Parce que, comme disait Donald Griffin, la conscience, elle confère un avantage aux animaux. En général, quand on parle d'intelligence chez les animaux, on a plusieurs critères physiologiques. Nous, en être humain, on a 87 milliards de neurones. Une abeille mellifère en a 970 000. Et pourtant, l'abeille mellifère est capable de faire des choses que les grands primates ne savent pas faire. Une abeille mellifère, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, l'abeille mellifère, elle revient à la colonie et elle donne les instructions exactes sur quelque chose qu'elle a trouvé dans l'environnement, complètement déconnecté de cet environnement-là. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir donner la distance, elle va pouvoir dire où c'est par rapport au soleil et aussi quelle est l'attractivité de ce qu'elle a trouvé.
Pour essayer de pallier à cette disparition des pollinisateurs, aujourd'hui il est essentiel qu'on repense nos systèmes agricoles et la manière dont on va utiliser la nature, non pas comme une commodité auquel on fait appel si on a envie ou pas, mais réellement comme un allié essentiel à notre survie. Témoignage, émouvance, Herth, comme tout ça est poétique. Et permettez-moi d'ajouter, mais j'adore le miel. Mais je suis avocat, pas apiculteur. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est s'adapter ou crever. Ma consoeur dit, pesticides, insecticides, herbicides, il faut arrêter ça. Mais non, mesdames et messieurs, il faut sulfater, disent les experts. Il n'y a pas à hésiter. Il faut sulfater, et à triple dose, pour sauver le miel. Enfin, les ruches, les papillons, l'eau, l'air, tout. Nous avons des solutions pour tout. La technologie est là pour ça. Et en voici les preuves. Mesdames et messieurs les jurés, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'hésite entre rire et pleurer devant ce monde de gadgets que nous présente avec tant de candeur mon confrère. Maître, et j'imagine même que vous leur trouvez de la poésie à vos robots, vu qu'ils vont jusqu'à imiter le bourdonnement des abeilles. La vraie poésie est tout autour de nous, dans la nature, mais encore faut-il s'arrêter et prendre le temps d'écouter et d'observer. Life can be a process of observing what we are interfering with rather than interfering with what we are observing. So maybe we just need to stop. We need to stop, we need to observe, we need to listen. Stop trying to control, stop trying to interfere with things. Learn where your place is, and the only way to do this is by stopping, observing, listening. Mais, cher maître, puisque nous parlons maintenant poésie, parlons maintenant communication. Et oui, ce monde que vous asservissez à souhait se parle, des plantes aux animaux. Life is not all like happy, joy, joy. It's like there is also pain and troubles, right? It's part of the deal. And sometimes this comes in the form of others, and the plants learn this quite quickly as well. And if a plant next to you is getting eaten or attacked by an herbivore, you might be listening again out for the sound of those chewing herbivores on those leaves. And you already know, you learn through experience that that sound is an indication for you who are not under attack yet to prepare and build up your defenses. And you might do exactly the same thing by just sniffing around in your environment. So plants detect the chemicals of neighbors that is being wounded, and based on those chemicals, they can put up their defenses. And again, you wonder why they would ever do it. And it's like, well, if you imagine that this is a community and all these plants are all interconnected anyway, in some levels, then if there is one plant that is under attack, but by protecting and putting up the defenses of everyone else, you're actually building the defense for the entire area. So obviously cetaceans and humans share a great deal. We have similar cognitive, social, psychological characteristics, capacities, and needs. And we'll hear about some of the incredible expressions of joy and pain, psychological pain and joy, as well as physical. They and we have remarkable social bonds, including fission-fusion societies and myriad social units. They have highly sophisticated communicative abilities that not just rival our own, but we really can't even imitate their sonar in our technology. So when we talk about language and syntax, I think that's probably pretty narcissistic of us to think that our communication is the pivotal point. And some females live well past menopause, such as with humans.
and they're leading matriarchal societies, and these matriarchs serve as vital repositories of knowledge. So sometimes you can, if one individual is killed from an oil spill or any hazard, sometimes the whole group will die because they have their own, probably very oral tradition, as we do, and it goes back for millennia. Some of you may remember that one of the most extraordinary experiences I've ever had as a musician was playing music with apes. And they were extraordinarily responsive. They were playing on a keyboard, like a piano keyboard. And I was next door in the kitchen improvising with Tony Levin and Richard Evans were with me at the time. But there was a clear, sensitive, sharp musical intelligence at work, and it was very exciting. It was almost like playing or meeting your ancestors and playing music with them. Anyway, those apes, these are bonobo apes, are language able, and Sue Savage-Rumbaugh is a brilliant researcher, and in fact she was named one of Time's top 100 people last year. Can you play a grooming song? I want to hear a grooming song. Play a real quiet grooming song. Mais vous êtes de doux rêveurs, voire même des bisounours. Un peu de retenue, maître. Mais enfin, la nature est à notre service, point final. Les bêtes, c'est fait pour nous nourrir ou nous amuser, point final. Croyez-vous, sérieusement, que les marchés attendront longtemps pour nous fournir le bœuf, le porc et la dinde, qu'avec quelques bouts de discours naïfs ne produiraient plus? Quoi qu'on en fasse, les marchés nous inonderont de leurs produits pendant que des rêveurs comme vous sont occupés à caresser leurs vaches et à protéger leurs arbres. Ironisez à votre aise, chers confrères. Mais vous est-il déjà arrivé de repenser aux chats, aux chiens, aux hamsters de votre enfance, c'est-à-dire avant l'âge des préjugés? Pourriez-vous jurer n'avoir jamais, au grand jamais, perçu la moindre trace de sensibilité chez un animal? Pourriez-vous le jurer? L'animal n'est pas un meuble. Ceci devrait être inscrit dans tous les codes civils. C'est un être sensible. Un être sentient, comme l'affirment de nombreuses personnalités scientifiques aujourd'hui. En définitive, nous ne sommes ni les mêmes, ni différents. Nous partageons les mêmes caractéristiques physiques ou mentales qui s'expriment selon des degrés et des modalités propres à chaque espèce et à chaque individu.
Nous avons évoqué il y a un instant la communication. Mais les études l'ont tout autant démontré pour l'émotion, l'intelligence ou encore la culture. Greffière, s'il vous plaît, appelez à la barre les témoins suivants. J'appelle à la barre le docteur Jonathan Balcombe. Animals have these same basic interests that we do. They want to minimize pain, they want to maximize pleasure, and they want to avoid death. And they show that through their behavior, that they have all those three priorities in their hearts. And humans are very fickle things. We categorize animals. We're very good at categorizing and classifying and putting them in different groups. And by doing that, we treat them very differently depending on who they are and where we are. This animal is revered as a beloved companion animal in some parts of the world, and in other parts it's dinner. And in this animal, dinner in many parts of the world, and revered as a sacred creature in other parts. And I show this picture in particular because they look very similar, and that's the point. I think in all the important ways, their capacity to think and feel, to enjoy, to fear things, to have those emotions and feelings, they are essentially equals. And I would say they are essentially equal to us. They deserve more moral respect than we have been giving them, because they can enjoy their lives. And just one last thought is, I love the concept of karma. Karma, what goes around comes around. What's good for one is ultimately good for the other. If we, and as we, to put it optimistically, as we move towards a more respectful relationship to other animals, it's obviously good for them. It's obviously beneficial for the animals, but it's equally beneficial to us. Surely our lives are elevated when we elevate theirs. They are persons of different species with great individuality on top of just being members of species. And in my opinion, and I think that of many of my colleagues, the compelling data shows that they are just as individual as we are. The diversity of species, cultures, individuals, personalities, and proclivities, the more we have the opportunity to know some of these individuals on their terms in the wild, the more they teach us about individuality and interdependence at the same time in a very healthy way. And they are obviously very multifaceted beings. They are intelligent, communicative, social, self-aware, cultural, ethical. They have morals, they have etiquette. Basically, the knowledge that's there in all wisdom traditions, in all dharmic traditions, in all indigenous traditions, that nature is alive. All beings are sentient beings. Human beings are one part of the Earth family. And as part of the Earth family, just like in our human families, we have a duty to care, but we also are loved and taken care of. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, l'évolution des sciences aujourd'hui ouvre un débat qui, sans être le même bien évidemment, rappelle ceux des temps anciens en matière d'esclavage ou de libération de la femme. Descartes' view of animals was essentially that they were machines. He actually compares animals to a clock. So he was really arguing that only humans are conscious beings, and that the rest of the animals are more like machines. The modern scientific view is completely different from Descartes', and scientists pretty much universally now, I would say, accept that many non-human animals are conscious. The fact that we are members of the species Homo sapien and they are members of one of the many animal species we misuse isn't in itself relevant. What is relevant is that they can feel pain or that they can feel pleasure, and what that pain or pleasure is like for them. Donc la sentience, c'est vraiment non seulement la capacité à éprouver la douleur, la souffrance, qui a un contenu psychique, le stress, etc., mais c'est le fait de l'éprouver à la première personne, et cela change tout, puisque ça veut dire que c'est un être vivant, c'est quelqu'un. Un animal, c'est quelqu'un. C'est un sujet individué, c'est quelqu'un qui met en forme le monde à sa manière, qui existe, qui n'est pas un simplement vivant, rivé à l'instinct. Non, Merleau-Ponty écrivait dans les années 40 cette phrase magnifique,
Les animaux mettent en forme le monde et ils sont jetés dans un monde dont ils n'ont pas la clé, ce qui veut dire qu'ils éprouvent aussi cette précarité de l'existence, ce sens du tragique qui est commun donc avec l'humain et l'animal. Donc ça, c'est vraiment important. You start having those domestic animals that you call them names, and you become familiar. You know they have emotions, of course, and then one day you have to just kill them for like that. So there's a huge, dissonance between you have been caring for them and suddenly you have to treat them like anything at your disposal. So they had to find some kind of justification. Lamartine, the French poet, said, you don't have two hearts, one for humans and one for animals. You have a heart or you don't. And suffering is suffering no matter who suffers. Monsieur le juge, chers confrères, mesdames et messieurs les jurés, tous ces animaux que nous tuons sont considérés par la science comme des êtres sensibles. Tout comme nous, ils sont les maillons d'une même chaîne du vivant. Au cours des millénaires, au cours d'un long processus de coévolution, notre famille planétaire n'a cessé de s'agrandir. Chaque maillon y joue un rôle. Chaque maillon devrait être reconnu et respecté. Ces disparitions d'espèces sacrifiées bien trop souvent avec tout leur écosystème par nos modes de développement montrent à quel point des droits légitimes sont bafoués par les accusés. Il s'agit bien d'un crime d'écocide. I think there are a number of areas that look like likely possibilities for ecocide crime. Of course, each case would always be examined on its merits, and the prosecution would have to prove that the conduct fit the definition. But some of the kinds of things that we might pinpoint could be serious pollution from oil extraction activities. For example, you'd look at what's been happening in the Niger Delta for the last 2 or 3 decades. That's one possibility of an example. Serious oil spills or industrial accidents that take place because of failure to follow safety protocols, for example, that can be pinned to a certain action. Potentially large-scale deforestation, or, for example, there are certain kinds of industrial fishing, perhaps that could, at the worst examples, could fall under something like this, where the whole seabed is destroyed, whole ecosystems, for example. Poursuivons donc avec la plainte déposée par le non-vivant, c'est-à-dire les sols, l'air, l'eau. Now, for a holistic revolution, we need a holistic trinity. And that new trinity is connecting ourselves with the soil, but also bringing ourselves into our inner world. Taking care of the soil, taking care of the soul, and then taking care of humanity. These 3 aspects have to come together. We are not separate from nature. We are not superior to nature. We are nature. And say we are nature, and therefore what we do to nature out there, we do to ourselves. Because you are plant, you are trees, you are earth, air, fire, water. The tree is made of the same elements as the humans are made. We cannot separate ourselves. This separation, this dualism, this Cartesian dualism of mind and matter separate, is the cause of our environmental crisis, our spiritual crisis, our social crisis. So if we want to create a new French Revolution, then it has to be a revolution based on the unity of life and not the separation of life. Tant qu'on y est, prenez la défense de l'argile que l'on cuit sans pitié pour en faire des briques. Et demandons pardon à l'eau de la faire bouillir, la pauvre. Mesdames, messieurs les jurés, gardons les pieds sur terre. Merci, maître. Décidément, maître, vous n'en êtes pas à une caricature près. Vous prenez les cas un par un peu moins d'eau par-ci, un peu moins d'air pur par-là, et vous nous dites, ce n'est pas cela qui fera s'écrouler le système. Et là, vous vous trompez lourdement. Car vous semblez oublier que les sciences contemporaines ne voient plus le monde et ses occupantes comme des éléments séparés. Tout est lié, tout est interdépendant. Modifier les équilibres qui régissent la vie sur Terre se révélera, ou plutôt devrais-je dire, se révèle déjà dramatique. Et par conséquent pour nous. Continuons dans cette lancée et nous périrons tous. I think interdependence is a choice, and is a choice of communion. It's not
about being independent or dependent. It's just a different way altogether that is outside that dualistic box. So if we're talking about interdependence of all living beings, it's absolutely essential to give animals the status of legal persons, otherwise they are legally dead. En fait, monsieur le juge, tout ceci est une question de choix. Ces choix sont liés les uns aux autres. Ils font appel à notre responsabilité collective et individuelle. Ne nous laissons plus submerger par nos erreurs du passé. Utilisons-les plutôt pour construire un futur commun. Is it possible that interdependence is not just a choice, but there is something more? It's about an inevitability that is both biological and evolutionary. Is it possible that we have done the seed stage? We have been the babes depending totally from mom and dad. So we've done the dependence phase, and we've taken, because that's what you do. Then is it possible that we have moved just as a natural progression, as a part of this life? We have moved and grown and changed, just like the seed into a seedling. And we have become the adolescent of this time. I'm talking about humanity, not just individuals. Is it possible that, as most of us know what it means to be a teenager, you know, all you want to do is you just want your independence. So you were dependent first, then you want your independence, and you're going to get it at all costs. No matter what mom and dad says, you're going to do it your way. And so you start trying everything. You have to. That's part of the game. You try everything. Some things are good for you, some things not so much, some things are really not good for you. But you have to go through that process because it's part of the learning. I guess the good news is that as part of the inevitable developmental progress, eventually you get out of your teens, and that's good. And you mature like the trees. You mature in an adult. I think this maturity brings a kind of realization that dependence and independence were about one thing, taking. And maybe it's time for you to, instead of take, it's time for you to gratefully receive, and maybe, if you can, also gracefully give back, which is what, you know, the plants have shown from the very beginning. So they're pretty good at getting there. And is it possible that we are not quite there yet? That's why we're still seeing the teenagers' rampage of destructive behavior as well as beautiful creative stuff. And we are naturally moving, as part of our evolution as humanity, into a space where we become the adults. We look after, we respect, we receive and give back. I think in this space, then finally, we might find what the teenager was always looking for, which is the fully fledged self, the one that knows what's needed and it just delivers at the right time, perfect space. Actuellement, on observe partout dans le monde les prémices d'une transformation des consciences. Il faut accélérer ce processus, individuellement, collectivement. Et aujourd'hui, on en a la démonstration à travers la physique quantique,
Je reprendrai une expression imagée du battement d'ailes d'un papillon au Mexique qui provoque une tornade aux États-Unis. Mais c'est l'idée qu'il n'y a pas de mouvement de pensée ou de mouvement, si infime soit-il, qui n'ait pas une action sur le monde. On est responsable à travers ses pensées et ses paroles, ses actions, et plus que jamais en 2020. Donc chacun de nous a cette responsabilité. Et la première chose, c'est d'en devenir conscient, parce que ça change tout. I think unless we fundamentally change some of our way of life, some of our behavior, instead of consuming the resources, we must properly utilize the resources. Instead of globalization, we should try to localize. Instead of competition, we should look for cooperation. And instead of greed, we should be based on the need of our economy. And all these things, if we are not do immediately, I think it will be too late after a few decades. So this is very high time to think about the future of the planet and the future of the entire living creatures on this planet Earth. So each of us has a very heavy responsibility, universal responsibility. We must think about that, and we are responsible for the future generation. We cannot wait for everybody change or the world have transformed itself. We have to transform ourselves individually, immediately, urgently from right now, so that we can ask the others to transform themselves. Unless we transform ourselves, we have no right to expect or ask the other people to transform or to behave properly. So therefore, I think our movement, Better We and Better World, has a significant at this moment. Le travail sur soi est une urgence et non un luxe. Comment pourrions-nous espérer agir sur le monde extérieur sans l'avoir fait au préalable? Et cette époque étonnante dans laquelle on vit, c'est aussi l'époque où les scientifiques ont formulé cette nouvelle approche de la conscience qui n'est plus séparée de la matière. On a vécu la civilisation matérialiste qui s'est développée principalement en Occident et puis qui aujourd'hui est devenue planétaire. C'est une civilisation de la séparation. Séparation du corps et de l'esprit, séparation de la nature et de la culture, séparation de l'homme et de la femme. Et quand on dit séparation, c'est domination, c'est exploitation. C'est ne plus comprendre que la nature est une source de vie et on en a fait juste des ressources exploitables à l'infini sans réaliser qu'on vivait dans un monde fini. Mais dans ce monde fini, il y a aussi un infini. Et c'est ça que j'appelle à redécouvrir. C'est l'infini de l'amour, l'infini de la conscience. On est un corps fini, arrimé à un infini. Et lorsque on arrive à trouver le lien vers cet infini, on entre dans une nouvelle présence au monde. Et à travers la méditation, ce que je propose justement, c'est de découvrir la puissance de notre esprit et de rétablir cette harmonie entre l'esprit, le corps, entre l'esprit et la matière, et de vivre dans une synergie qui est régénératrice de la vie. Ces changements exigent un tout autre regard sur l'éducation que nous donnons à nos enfants. Basic human nature, like any other animal, is to want peace, happy, do not want suffering, problem. So the very basis of our life very much
based on human compassion. Even animal, the social animal, individuals' well-being depend on the rest of the community. So they have the sense of one community, helping each other. So we are social animal. So therefore now, the education institution itself should take care about our inner value. So these days, I sort of expressing that from kindergarten, we usually teach children the hygiene of physical. Similarly, we need teaching from kindergarten hygiene of emotion. The natural world is suffering very badly, and there's no way we can continue to destroy it the way we are and hope that my great-grandchildren will have a decent life. So I always come back to this, and I'm not sure who said this first, but we seem to have, as we have become more civilized, in quotes, we've lost a certain wisdom. And this is the wisdom of the indigenous people who made a decision only after considering how will this affect generations to come. It was the 7 generations, but it's not even 1 generation now. It's hardly our own children. The future generation is just taking the full measure of our interdependent nature. If we really understand that, then we cannot ignore future generation. It doesn't make any sense in terms of worldview. So in that sense, if you have a spirituality or a philosophy or a worldview that put interdependence at the heart of everything, that things don't exist on their own rights. They exist through, by true relation. They co-emerge because of many thousands of other causes and conditions. Look at the rainbow. Now, you would think when you see a beautiful rainbow, there's something intrinsically existent. The rainbow has a little bit of its own existence, but just mask the sun. And it's not a speck remains of the rainbow, not even a little bit. It only existed because of this interdependence of a curtain of rain, the sun shining in a particular angle, you being there. That interconnection made this beautiful rainbow appear. On its own, zero. It doesn't exist at all. So you understand that, and there's the continuum, and how can you be, thinking man extracted himself out of nature? How ridiculous. How can you extract? It's like saying I'm extracting myself out of my own body. You can't do that. My favorite Marxist is called Groucho Marx, and he said, why should I care for future generation? What did they do for me? The question of the environment is complex politically, economically, scientifically, but if you are selfish, there's no problem. So most of our problems are generated by highly educated people in our modern universities. So unless we change this education, unless we stop brainwashing our children from age 5 to 20, for 15 years, they are brainwashed. They go out in the world and make success for yourself while you are, doesn't matter what happens to the earth, what happens to the environment. And every day, every week, every month, every year, we are transforming ourselves. And with transforming ourselves, being the change that we want to see in the world. We are part of humanity, 7 billion human beings. It is our responsibility. We are part of 7 billion human beings, humanity. So we have to think today, humanity is a lot of problems which our own, as I mentioned already, our own creation. So this, we have to think more deeper way. What is wrong? Nobody wants problem, but a lot of problem, our own creation. So we have to think more deeper research work. So then finally, emotion. Self-centered emotion, short-sighted and narrow-minded. Narrow-minded, short-sighted cannot see the reality. So we must, see the reality more holistic way.
We cannot understand the reality through one dimension. We have to use this human intelligence, 3 dimension or 6 dimension. Then we get the clearer picture of the reality. Cher maître, et avec tout le respect que je vous dois, je ne vois pas trop le lien entre vos avis respectables, certes, mais disons philosophiques, et ce procès... Merci, monsieur le juge. Je pensais m'être trompé de salle d'audience. Laissez-moi m'en expliquer, monsieur le président. Il ne peut y avoir de transformation de nos sociétés sans prise de conscience au préalable. Il s'agit de rétablir la justice là où elle a totalement été bafouée. Et pour que tous ces changements juridiques prennent place, il faut que nous réalisions les origines et les conséquences des atteintes qui affectent la planète dans son ensemble. Parce que tout ce qui menace la Terre nous menace tous. C'est pourquoi, dans les années 2011, eh bien, des théoriciens ont tenté de donner un contenu positif aux droits des animaux qui définissent les obligations concrètes que les humains ont à leur égard et qui sont des obligations très différenciées. Donc ça, c'est très important d'avoir... Mais moi, je dirais que, bon, tout ça, c'est très bien, mais là, parler de justice envers les animaux, c'est peut-être plus fort que de parler des droits des animaux. Parce que le droit, c'est un outil fondamental pour délimiter les actions des humains, pour indiquer ce qui vous arrive si vous transgressez justement cette limite. Et c'est évidemment nécessaire pour protéger les animaux, bien que dans les faits, dans le droit des animaux, on se rend compte que souvent, c'est bien sur le papier, mais on ne l'applique pas souvent. Mais je dirais que quand on parle de justice envers les animaux, on dépasse l'éthique et la théorie des droits. Pourquoi ? Parce que la justice, c'est penser une société différente de celle que nous avons. C'est penser une société où, eh bien, on ne doit pas seulement avoir des règles qui respectent la liberté et les besoins des humains, mais on doit aussi comprendre que les animaux comptent, que leur existence nous oblige à justement assigner des limites à notre bon droit, à notre droit d'user même des terres comme bon nous semble, au nom de leur droit à eux à exister. Donc là, parler de justice envers les animaux, c'est révolutionner la manière dont on pense la cohabitation avec les autres vivants, et cela suppose vraiment de prendre au sérieux le fait que nous ne sommes pas seuls au monde et que nous partageons la terre, les ressources, avec d'autres êtres vivants qui, de plus, ne sont pas des pierres, mais souffrent et même vivent leur vie à la première personne, ont des préférences, sont compétents. Bref, leur existence nous oblige à changer en profondeur les fondations de notre éthique, de notre organisation politique. Autrement dit, pour politiser la cause animale, nous sommes obligés, nous humains qui voulons porter les intérêts des animaux sur la place publique, nous sommes obligés de convaincre les autres humains et de changer leur style de vie, de réorienter l'économie pour tenir compte justement des animaux. Et nous devons aussi arriver à tracer des accords, malgré tous nos désaccords, puisqu'il y a entre nous de grands désaccords dans les sociétés, puisque certains vivent de l'exploitation animale, n'ont pas envie de mettre fin à l'exploitation animale. Donc il faut absolument qu'au cœur du pluralisme, de la démocratie, qui est donc liée à cette pluralité des points de vue et des intérêts, il faut que certaines personnes s'engagent. La première étape est de sortir le monde vivant de la catégorie des objets et de lui attribuer des droits. Enfermer le monde vivant dans des choses mortes, c'est le condamner dès le départ. Par contre, en lui attribuant une personnalité juridique, nous lui facilitons son droit à être défendu. De nombreux avocats partout dans le monde s'attellent dans des contextes culturels différents à faire attribuer une personnalité juridique non humaine à des plantes et à des animaux. En 2011, sur l'île de Sulawesi, en Indonésie, un macaque s'empara de l'appareil du photographe animalier David Slater alors qu'il avait quitté son campement.
quelle surprise lorsqu'il découvrit à son retour que le singe baptisé Naruto avait utilisé pour faire des selfies. Les photos pour le moins originales firent rapidement la une des médias et des journaux du monde entier. Qui aurait pu croire que cette anecdote savoureuse allait ouvrir un litige juridique qui ne fut tranché qu'après plusieurs années de procédure? En effet, à qui appartenait le droit à l'image? Aux singes, aux photographes, à Wikimedia qui hébergeait les photos. Les dimensions éthiques du débat dépassaient rapidement celles de la propriété intellectuelle. Elles ouvrirent une boîte de Pandore nommée personnalité juridique non humaine en posant de vraies questions. Au XXIe siècle, l'homme peut-il être la seule espèce à jouir de droits subjectifs? Peut-il continuer à exploiter le reste du monde, catégorié comme du mobilier mis à son service? I think that it's reasonable to regard some non-human animals as persons. Of course, we have to be precise in saying what we mean by the term person. Very often today people use person and human being as if they were identical, but that's not the original sense of the term. And then in the philosophical discussion of the term person, in the 17th century in England, John Locke defined the term person as a being who has awareness of themselves as existing as the same independent entity existing over time, having a past and a future. And that definition in philosophy has been fairly widely accepted. And if we use that definition, which I would, then it seems to me clear, for example, that the other great apes, the chimpanzees and orangutans and gorillas and bonobos, are persons, that they have an awareness of themselves as a separate entity existing over time with a past and a future. There is a serious effort underway in a number of different countries now to try to go to court to have animals who are imprisoned in horrible conditions recognized as persons so that the legal remedies for getting persons free can be applied to them. For example, the writ of habeas corpus in the Anglo-Saxon jurisdictions. So the idea of a legal person is not identical with a human being because corporations are already recognized as legal persons. So I think there's a good argument that the law should recognize other beings who are aware of themselves existing over time as persons. Donc les droits des animaux ne peuvent pas être calqués sur les droits humains, ils doivent être calqués sur les besoins propres des animaux, besoins propres qui dépendent et bien souvent de leurs normes éthologiques, de leur appartenance à une espèce, mais qui vont aussi un petit peu plus loin que cela, puisque comme je disais, les animaux ont une individuation et il s'agit aussi de tenir compte de cela. Donc encore une fois, la question animale souligne cette injustice de notre justice. Living beings have rights because they are part of the earth. And these rights are given by nature. And they're equal rights to trees and animals and birds and human beings. For the earth, we are not in an hierarchy. The anthropocentric hierarchy is a construct by man, again in recent times. States do not give rights. States recognize rights. And that's part of the problem of today. Non mais je rêve. Maître, s'il vous plaît. Très fier. Veuillez appeler les témoins suivants. J'appelle à la barre le professeur Margano. And which is just happening in France is that you stop referring to animals as things. Most legal systems have a division between persons and things. And traditionally, of course, animals are considered to be goods. Res nullius in some cases, or sometimes movable assets, in other cases immovable assets. Some of you may remember a ruling from the Argentine appeals court in 2014,
which recognized that Sandra, a female orangutan, had the rights of habeas corpus. And you know how Stefan Weiss fought with the courts in New York to recognize the rights of habeas corpus for 4 orangutans. So bonobos, I'm not quite sure you all know what their first names were. He was almost successful, but at the end of the day, she failed. Stefan Weiss defended wanting to give anthropomorphic personality. Alors depuis la loi du 16 février 2015 qui a introduit une profonde modification dans le Code civil français, notamment en introduisant un article qui énonce que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens. Or, depuis 2015, on s'est rendu compte que ce n'était pas un article purement cosmétique, que c'était une véritable révolution théorique qui était entrée dans le Code civil des Français. Le pays de Descartes et la théorie des animaux-machines, c'est quand même pas rien d'inscrire dans un article du Code civil que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Ce qui conduit à dire que depuis 2015, on a beau présenter les choses comme un voudra, en droit français, ils ne sont plus des biens. Ils sont encore soumis au régime des biens par une fiction juridique, mais ils ne sont plus des biens. Je préfère, s'il vous plaît, appeler le dernier témoin. Donc voilà, je crois que c'est évidemment le crime d'écocide, c'est très important de le dénoncer, mais je crois que c'est comme lorsqu'on veut attribuer une personnalité juridique au fleuve, c'est bien, mais ça suffira pas à changer en profondeur l'imaginaire qui nous a de la domination, qui explique que malgré tout ce qui se dit, malgré les scandales dans les abattoirs et autres, eh bien peu de personnes changent leur style de vie et qu'au niveau des politiques, eh bien les avancées sont très timides. Genocide is motivated by hatred. No, animals is either indifference or greed. Genocide is to eliminate a population. Zoocide is to reproduce them again and again to kill them every year by millions and billions. So it's very different, but still it's a mass murder in a way. So what we find is that large transnational corporations, for example, who are the worst perpetrators of serious environmental crimes, tend to budget for court cases rather than see them as an actual deterrent to the way that they do things. And we believe bringing in a serious crime at the international level of ecocide, of serious damage and destruction of nature, by doing that, we're actually creating a personal deterrent for those who are making decisions at the top level. Providing the possibility of rebalancing that, because if you put genocide and ecocide at the same level, we're not trying to say it's the same thing, of course, and once people are saying, well, hang on, if it's as bad to destroy the natural world as it is to destroy people, then clearly our relationship to that world is not necessarily what I thought it was. I think the first trial is going to be hugely important. I mean, we always say that in our ideal world, there are no trials because everyone can see the law coming and everyone starts behaving differently. Of course, in reality, that's not going to be the case. In reality, there are going to be cases, and that's going to be very powerful because even the first case that is taken for ecocide will be probably when it really hits home to decision makers that there is the possibility that they personally could be held criminally responsible for their actions in regard to the natural world. Comme vous pouvez le constater, c'est parce qu'il y a reconnaissance du crime d'écocide et de cette instance juridictionnelle que ce procès peut avoir lieu aujourd'hui. Madame la procureure, monsieur l'avocat de la défense, il est temps de nous faire part de vos conclusions. Mesdames, messieurs les jurés, monsieur le juge, respectés confrères, mes clients sont accusés d'un crime de dommage à grande échelle contre l'environnement. Mais, en admettant qu'il y ait crime, ce qui est loin d'être prouvé, ces crimes n'auraient pu exister sans le système qui les encourage. Donc, si nous les condamnons, nous devrions tous l'être. Mais ce n'est pas tout. Le lien causal
entre le comportement des accusés et de leurs conséquences criminelles n'est pas démontré. Les espèces ont toujours disparu dans le passé. Le climat a toujours montré des variations entre périodes glaciaires. Je suis désolée, et je t'arrête, et c'est important que tu dises en conclusion, faute de preuves concluantes. Je n'en ai pas encore là. Pardon, excuse-moi, c'est ma faute. Pardon. Des espèces ont toujours disparu par le passé. Oui. Des espèces ont toujours disparu dans le passé. Le climat a toujours connu des variations entre périodes glaciaires et de réchauffement. En conclusion, faute de preuves concluantes, la présomption d'innocence de mes représentés doit être respectée. En toute logique, donc, mes clients doivent être acquittés de toute charge. Arrêtons cette paranoïa. Tout va bien. Ministère public, vos conclusions? Merci, Monsieur le Président. Écocide, il y a, et non dû à une quelconque origine naturelle, comme furent les grandes ères précédentes de réchauffement et de glaciation. Nous sommes entrés depuis quelques siècles dans l'ère de l'Anthropocène. Les activités humaines ont transformé notre planète en un espace de plus en plus précaire et dangereux, où les espèces vivantes, mais aussi l'eau, l'air, les sols, disparaissent ou se détériorent à une très grande vitesse. Donc, mesdames et messieurs les jurés, je vous demande solennellement de déclarer l'accusé coupable d'écocide. Et pour terminer, monsieur le juge, au-delà des dédommagements et des peines que vous fixerez en cas de condamnation, je donnerai à l'accusé un dernier conseil. S'il veut être égoïste, qu'il le fasse avec sagesse. En prenant soin des autres, il en sera le premier bénéficiaire. Par contre, en détruisant sa planète comme il le fait, il se condamne avec elle. Mesdames et messieurs les jurés, vous allez vous retirer à présent pour délibérer sur la seule question posée en début de séance. L'accusé est-il coupable d'écocide? Oui ou non? Votre décision, quelle qu'elle soit, écrira une page importante dans l'histoire. Les débats sont clos. Veuillez à présent me suivre dans la salle de délibération.
Mama Jana